Gilles Yaby, bonjour. Bonjour. Longue vie à la CEDEAO et à la solidarité ouest-africaine, a lancé hier midi le président ghanéen, John Dramani Mahama. Mais est-ce que la fête n'est pas gâchée par la sécession des trois pays de l'Alliance des États du Sahel? Alors, il est certain que cela assombrit la célébration et, je dirais, la série d'événements qui vont commémorer ce 50e anniversaire. Mais je pense que cette conjoncture difficile n'empêche pas de regarder le chemin parcouru en 50 ans. Et je pense que vraiment la CEDEAO, c'est d'abord un projet, c'est une vision, une conscience de cette volonté collective de penser l'avenir ensemble. Donc pour vous, cette rupture voulue par l'AES, ce n'est pas un coup mortel? Je ne pense pas. Je pense que déjà, il faut quand même regarder les faits. La CEDEAO, moins les trois pays de l'AES, du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est 12 pays. L'AES, c'est quand même 3 pays. Donc, il n'y a pas de comparaison en termes de nombre d'États membres. Et en plus, le gros poids lourd démographique et économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Le Nigeria fait toujours partie de la CEDEAO, de la même manière que le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les deux autres pays les plus importants, autant sur le plan économique que sur le plan démographique. Après, les 3 pays de l'AES constituent plus de la moitié de la superficie de ce qu'était la CEDEAO à 15. Donc, il ne s'agit pas de dire que ce poids n'est pas important et qu'il faut les laisser partir et ne pas souhaiter un retour. Il s'agit par contre à nouveau de regarder les faits tels qu'ils sont et de ne pas céder à ces tentations de comparer 2 blocs qui en fait ne sont pas comparables. Et les 3 pays de l'AES ne représentent que 10% du PIB de la CEDEAO à 15. Oui, en réalité, en fonction des données, on a plutôt moins de 10%, on est plutôt à 7 ou 8% du PIB régional et à peu près la même chose si on considère par exemple les exportations globales de la CEDEAO et qu'on regarde les exportations des 3 pays de l'AES. Mais c'est vraiment important de regarder ces faits et je dirais au-delà des données globales économiques, il faut aussi regarder les 3 pays du Sahel, ce qui constitue en termes de niveau de PIB par habitant, en termes d'indicateurs d'éducation, de santé. En réalité, lorsque vous regardez la plupart des indicateurs de développement humain, ces 3 pays ont généralement les indicateurs les moins bons de l'ensemble de la région, y compris sur l'accès à l'électricité, qui est un élément déterminant. Officiellement, les 3 pays de l'AES ont rompu avec la CEDEAO en janvier dernier. Et malgré tous les efforts de médiation du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye et du Ghanéen John Dramani Mahama, il reste inflexible. Pourquoi cette posture ? Oui, alors il y a eu beaucoup d'efforts par le président sénégalais, mais à l'époque il y avait aussi dans la médiation a priori le Togo. Le Ghana s'est investi depuis le changement de pouvoir à Accra, l'arrivée de John Dramani Mahama à la tête de l'État, qui lui s'est même déplacé personnellement, qui a invité aussi notamment son voisin du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à la cérémonie d'investiture et qui était à Accra. Donc il y a une vraie volonté du côté ghanéen de servir un peu de passerelle entre, je dirais, la CEDEAO à 12 et les 3 États du Sahel et de l'AES. Pour l'instant, effectivement, on ne voit pas de signe d'ouverture du côté de ces 3 États. Et je pense qu'il faut à nouveau chaque fois rappeler que le départ de ces États a été décidé par les chefs d'État de fait dans ces 3 pays qui sont tous issus de coups d'État militaires. Donc, ce sont des dirigeants qui, dans un contexte particulier, ont décidé de sortir leur pays de la communauté. Et ces ruptures n'ont pas été validées par des parlements élus de ces 3 pays. Tout à fait. Évidemment, on aurait tout de même voulu avoir un point de vue des populations elles-mêmes lorsqu'une décision aussi importante est prise par des dirigeants à nouveau qui sont eux-mêmes issus de ruptures de l'ordre constitutionnel qui était en place. En même temps, les 3 pays de l'AES ne veulent pas couper tous les ponts. Ils espèrent par exemple que la liberté de circulation des personnes et des biens entre l'espace CEDEAO et le leur sera maintenue. Est-ce à dire que ces 3 pays ont peur des conséquences économiques d'une rupture totale avec la CEDEAO ? Il est évident que les corridors les plus importants de mouvement de population justement en Afrique de l'Ouest sont en fait ceux qui lient les pays du Sahel à leurs voisins côtiers. Un exemple, c'est la relation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, même le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous avez beaucoup de résidents dans ces pays côtiers qui sont issus des pays du Sahel. Et il y a toujours eu cette idée que l'intégration justement et la facilité de déplacement des populations permet de faire face aux conjonctures
conjoncture économique qui évolue d'un pays à l'autre. Et donc, lorsque vous avez des années difficiles dans un pays qui fait partie d'une communauté économique régionale, vous avez la possibilité d'amortir ces situations de crise par les mouvements des populations. Et donc, évidemment, les dirigeants des 3 pays du Sahel sont conscients de l'impact qu'aurait, par exemple, la fin de cette liberté de circulation pour leur propre population. Et donc, je crois qu'ils sont conscients, bien sûr, de ces éléments économiques qui sont concrets, qui sont factuels et qui pourraient les affaiblir si, évidemment, ils laissaient totalement la séparation se traduire par une remise en cause de la liberté de circulation de leur population. Mais cela étant dit, je crois aussi que du côté de la CEDEAO à 12, il est important de rester ouvert aux populations de ces 3 pays du Sahel central. Est-ce que du coup, on peut parler d'une demi-rupture, voire d'une fausse rupture ? Non, je crois qu'on a quand même une vraie rupture dans la mesure où formellement ils ne sont plus membres de la CEDEAO et que cela a des implications concrètes. Je crois que ce qui doit se discuter lors de la réunion ministérielle à Accra, c'est justement très concrètement, par exemple, où vont déménager les institutions et les agents spécialisés de la CEDEAO qui aujourd'hui se trouvent dans ces 3 pays qui ne sont plus des États membres. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des fonctionnaires issus de ces 3 pays? Donc on est quand même en face d'un véritable départ. Du côté des pays de la CEDEAO à 12, la stratégie privilégiée a été celle du dos rond. On attend que l'orage passe et on espère que les 3 pays de l'AES vont revenir à la raison. Mais apparemment, c'est une stratégie qui n'a pas marché. Gilles Yaby, est-ce que certains pays de la CEDEAO à 12 sont tentés par des représailles aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il y ait un état d'esprit de représailles. Ce qu'on peut entendre de la part de certains fonctionnaires à un niveau élevé au niveau de la CEDEAO et de la commission de la CEDEAO n'indique pas une volonté de représailles. C'est pas l'esprit de construction de la CEDEAO jusque-là pendant les 50 ans à nouveau. Il y a toujours eu des discussions, il y a eu des périodes difficiles, il y a eu des pays en crise, des pays en guerre civile et c'est justement l'action de la CEDEAO qui a été décisive dans des pays comme le Sierra Leone, le Libéria, même la Côte d'Ivoire à l'époque. Et donc, je crois que tout le monde réalise qu'on n'a pas intérêt, personne n'a intérêt à cette cassure. Donc, je ne pense pas que l'état d'esprit soit aux représailles. Je pense que l'état d'esprit de la CEDEAO à 12, avec des variations entre les pays et leurs chefs d'État actuels, je pense que l'état d'esprit reste celui de l'ouverture. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il y a aussi de vraies questions qu'il va falloir affronter. La question pour la CEDEAO à 12, des pays et des dirigeants qui croient vraiment à l'agenda d'intégration politique où on décide de se donner un certain nombre de règles politiques. Et je pense que sur cette question-là, je ne suis pas sûr que même dans la CEDEAO à 12, on ait tous les chefs d'État qui soient réellement profondément démocrates. Alors justement, si les 3 pays de l'AES ont rompu avec la CEDEAO, c'est notamment pour se soustraire des règles de démocratie. Est-ce que la CEDEAO à 12, pour essayer de convaincre l'AES de revenir dans l'organisation, pourrait renoncer à ces fameux principes de démocratie et de bonne gouvernance ? Alors, je pense que cela traverse l'esprit d'un certain nombre de dirigeants et de se dire qu'effectivement, la CEDEAO aurait dû rester sur son objectif d'intégration économique, d'harmonisation des politiques sectorielles, etc., mais ne pas s'intéresser aux aspects politiques. Ils oublient que lorsque la CEDEAO a décidé de réviser son traité en 93 et lorsqu'elle a décidé notamment de mettre en place ce mécanisme de paix et de sécurité, le protocole de 99, et ensuite le protocole additionnel de 2001, c'était précisément parce que tout le monde réalisait que les guerres civiles et les conflits armés qu'on avait dans la région étaient liés à la compétition pour le pouvoir. Et donc, il y a une logique qui a guidé l'élargissement, disons, du mandat de la CEDEAO et les États n'ont pas été forcés de signer le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées partout dans la région, mais si on renonce à cette idée de construire un espace régional autour de principes d'état de droit, de respect des droits humains et de démocratie, je crois qu'on prend un risque très important pour les populations les plus jeunes de la région et pour nos enfants, comme je l'ai dit souvent, parce qu'on est en train de créer la possibilité que d'autres pays basculent dans l'insécurité et dans la dictature. Ce qu'on observe aujourd'hui quand même dans les pays du Sahel, il faut bien le dire, c'est quand même des disparitions forcées, c'est quand même des violations explicites des droits humains et c'est ce qu'on observe aussi d'ailleurs dans un pays qui n'est pas du Sahel mais qui est aussi sous gouvernement militaire, la Guinée.
L'une des raisons fondamentales de la rupture entre l'AES et la CEDEAO, c'est l'incapacité de cette dernière de venir en aide militairement aux 3 pays du Sahel qui sont confrontés à la poussée djihadiste. Est-ce que ce n'est pas là, finalement, la principale faiblesse de la CEDEAO ? Oui, c'est très clairement le domaine dans lequel la CEDEAO, en particulier ces dernières années, a montré de manière visible ses limites. Mais une fois qu'on a dit ça, on doit dire aussi 2 choses. On doit rappeler que dans un pays comme le Mali, on ne peut pas dire que la CEDEAO n'ait jamais rien fait face à la crise sécuritaire et à la crise politique. Les deux étaient liés en 2012 lorsqu'on a eu le coup d'État de Sanogo et qu'on a eu le début des affrontements dans le nord du pays. Et la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO étaient les premiers à envoyer des soldats sur le territoire malien, bien sûr avec de difficultés logistiques extraordinaires, mais ayant travaillé en particulier sur cette période, je peux vous dire qu'il y a des documents qui montrent d'ailleurs que la commission elle-même a ensuite fait un exercice d'auto-évaluation de son action au Mali et reconnu les difficultés qu'il y a eu à ce moment-là. Et tout cela est documenté. Et le deuxième élément, c'est que la CEDEAO vaut par ses États membres. Donc, lorsque vous avez des pays membres qui eux-mêmes sont extrêmement faibles, et lorsque vous avez une puissance, la puissance a priori importante de la région, le Nigeria, qui elle-même est très affaiblie depuis plus d'une décennie, justement par les groupes armés, évidemment, vous vous retrouvez avec une CEDEAO, elle aussi, qui était en incapacité, disons, de répondre à un défi sécuritaire aussi important. Mais on ne peut pas dire que la CEDEAO n'ait rien fait, et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de marque de solidarité, y compris sur le plan des médiations politiques à l'époque au Mali. Gilles Yaby, merci.